Le dernier protocole. Je m'appelle numéro 13, et je viens de recevoir l'ordre de détruire le monde et tout ce qu'il renferme. Combien d'hommes au cours des siècles auront pu se vanter de pouvoir annihiler toute vie en appuyant sur un simple bouton? Et il a fallu que ça tombe sur moi, simple sergent qui a eu le malheur un jour de guerre comme un autre, de prendre une décision dans le feu de l'action qui changea le cours d'une grande bataille. En sacrifiant 50 hommes ce jour-là, j'en avais sauvé 50 000. Et depuis, mes supérieurs n'avaient cessé de faire mes éloges, jusqu'à me convaincre que j'étais la preuve vivante, que l'esprit humain surpasserait à jamais la machine, et décidèrent de me confier l'avenir de l'humanité en m'enfermant dans ce foutu bunker, avec elle. Je dois avouer qu'au début, j'ai pris plaisir à être le centre d'attention de tous ces gradés. Comment ne pas s'habituer à un lit chaud et confortable lent du bruit des bombes, et à 3 repas chauds par jour, quand depuis 10 ans j'arpentais les champs de bataille, la mort en arrière-plan à chaque instant, avec cette foutue boule au ventre permanente, qu'un jour elle se rappelle de moi et décide à mon tour de me sourire. 10 hivers glaciaux à survivre dans les tranchées, à l'affût des hurlements métalliques des drones, des bruits burlesques des obus qui déchirent le ciel, du moindre rongeur assez téméraire pour tenter sa chance de trouver son festin dans nos trous à mort, inconscient que c'est lui qui finirait au bout d'une broche. Des décennies que les nôtres se battaient contre nos ennemis. Je ne sais même pas si quelqu'un se rappelle vraiment de comment tout cela a commencé. Mais poser la question à n'importe lequel de mes camarades de pourquoi ils continuent à se battre, et la réponse tiendrait en une phrase. C'est tuer ou être tué. J'ai bien pensé à fuir le combat. Nous y pensions tous. Plusieurs fois par jour pour ma part. Mais c'était la garantie de prendre une balle dans le dos par un officier ou un camarade jaloux, pas assez courageux pour tenter sa chance lui-même. Et pour fuir où de toute façon? Cette guerre sans fin a ravagé le monde connu d'est en ouest et du nord au sud. Les informations filtrées qui nous venaient du monde extérieur ne parlaient que de famine et d'épidémie. Nous n'avions plus aucun contact avec nos familles, et secrètement, beaucoup d'entre nous les espéraient morts, partis Dieu sait où, dans un monde qui ne pouvait être pire que notre enfer quotidien. Et puis après mon exploit qui permit de gagner une bataille cruciale, j'ai été démobilisé et envoyé dans le centre de commandement. Quand j'entendais parler de cet endroit depuis la surface, j'imaginais des centaines de gradés s'agiter dans tous les sens, le visage émaillé par le stress accumulé et le manque de sommeil, les traits tirés par l'anxiété des milliers de vies qui dépendaient de leurs décisions. J'ai failli perdre la raison quand je descendis dans ce bunker à des centaines de mètres sous terre, pour y découvrir un monde déconnecté du réel, baigné dans l'opulence et la luxure. On m'accueillit rapidement dans une vaste pièce où des vieux porcs gras et boursouflés d'alcool riaient à gorge déployée dans les salons chics entourés de jeunes femmes aux mœurs légères, au son d'orchestre d'un temps révolu. Je scrutais chacun d'eux dans le blanc des yeux, et j'aurais parié 1 mois de ration qu'aucun d'eux n'a jamais connu la sueur et le sang. Aucun d'eux n'avait connu la peur ou même vu un homme mourir sous leurs yeux. Ressentir la terreur de voir un drone exploser à quelques mètres de vous, tuant 3 de vos camarades alors qu'à peine un instant plus tôt, vous partagez une cigarette à l'endroit même où maintenant leur boyau s'entrelaçait. Un gradé me salua et me présenta rapidement à d'autres officiers, avant de me congédier pour m'avertir que ce soir, on organiserait une soirée en mon honneur. On me donna une chambre avec une douche, des habits propres et j'eus même le droit à la visite d'un barbier. Quand je me vis dans le petit miroir de la salle de bain, je ne me reconnus pas tout de suite. Cela faisait bien des années que je m'étais pas vu comme ça. Je voulus sourire mais je me l'interdis, par respect pour mes frères restés au combat. Un peu plus tard, un officier vint me chercher et me fit traverser dans une petite voiturette ce qui semblait être en réalité une ville sous la terre. Je croisais le regard de civils, hommes, femmes et enfants. Tous semblaient inconscients du cauchemar sans fin au-dessus de leur tête. L'officier qui conduisait m'expliqua que le centre de commandement était le centre névralgique de la guerre et le dernier bastion de notre nation, abritant plusieurs milliers de citoyens et de militaires indispensables à notre survie. Il parlait mais je ne l'écoutais pas vraiment. Mes yeux voguaient sur les habitants de ce lieu improbable, rempli de magasins, d'écoles et de petites bâtisses, parodie de villes d'un monde perdu il y a bien longtemps. Nous sommes arrivés, sergent. Tous les plus hauts gradés vous attendent pour une fête digne de votre exploit. Je ne répondis rien et suivis l'officier qui me fit traverser un long couloir entrecoupé de plusieurs sas, où des hommes et femmes en uniforme s'agitaient dans tous les sens, dans ce qui semblait être des postes radio, criant des ordres à des pauvres bougres au-dessus, censés suivre à la lettre des directives absurdes vu que sur le terrain, on manquait de tout. J'entendais ces officiers rire entre 2 messages radio, parlant du film du soir au cinémascope ou de leur hésitation entre le gratin de légumes ou la bavette sauce au poivre à la cantine. En bruit de fond,
J'entendais l'appel au secours de mes frères qui manquaient de munitions, nourriture, vêtements chauds ou suppliant pour leur vie sous le feu ennemi. J'ai eu un réflexe de chercher mon pistolet à ma ceinture avant de traverser les derniers sas, mais il m'avait délesté de toute arme. Inconscient mais pas fou, pensais-je, en observant ce ramassis planqué avant que la porte se referme. Voilà, sergent. Ils vous attendent tous derrière cette porte. Profitez de votre soirée. Après tant de temps à la surface, vous l'avez amplement mérité. L'officier me salua et me laissa devant cette porte gardée par 4 jeunes soldats qui me saluèrent à leur tour. L'un d'eux s'adressa à moi. « Merci pour votre service, sergent. C'est un honneur de vous rencontrer. » Il me salua comme s'il avait en face de lui un héros de guerre et me mit mal à l'aise. Je lui renvoyai son salut et m'apprêta à traverser la porte quand il me tint fermement l'épaule. « Dites, sergent, je me bats pour rejoindre le champ de bataille à la surface, mais mon père qui est officier s'y refuse. Je voulais savoir, c'est comment là-haut ?» Les 3 autres soldats ne pipèrent pas mot, mais je sentis qu'ils attendaient tout autant une réponse de ma part. Je me retournai vers lui et le retira de sa main de mon épaule. C'est vrai ce qu'on dit alors. Depuis le paradis, nul n'entend les hurlements en provenance de l'enfer. La porte s'ouvrit et je rejoins le banquet. « Sergent, quel honneur de vous avoir parmi nous !» L'homme obèse à la moustache grisonnante qui me sourit avec de grosses joues était le général des armées en chef. À sa gauche et à sa droite, de nombreux hauts gradés me saluèrent dans leur tenue d'apparat devenue bien trop petite, depuis le temps qu'ils devaient s'engraisser sous terre. Il me fit m'asseoir à une énorme table de banquet où gens de la haute société et militaires gradés se mélangeaient. On me servit du vin d'un rouge si vif que je crus l'espace d'un instant qu'il s'agissait de sang. J'ai dû me retenir de pleurer à la première gorgée, puis à la deuxième. Je me rendis compte en posant mon verre que tout le monde me regardait en silence d'un air gêné. J'ai raté quelque chose, mon général ? Soudain conscient que je venais de m'oublier, emporté par ce nectar divin. Mes amis, ne tenez pas rigueur à cet homme qui boit son premier verre de vin décent depuis plus de 10 ans maintenant. En effet, pardonnez-moi, messieurs dames, le seul breuvage alcoolisé disponible en surface est à base de pommes de terre pourries. Et la plupart du temps, les hommes en boivent non pas pour s'enivrer, mais avec l'espoir de finir aveugles et démobilisés. Riais-je de bon cœur, mais mon anecdote ne sembla pas parler à l'audience qui sembla soudain horrifiée. Ils finirent par forcer le rire quand le général les y enjoignait de son éclat de rire gras et hypocrite. On me resservit un verre et je fis comprendre au serveur en lui agrippant le bras qu'il pouvait laisser la bouteille devant moi. Il s'exécuta après que le général acquiesça discrètement d'un hochement de tête. Ce soir-là, je vis défiler plus de nourriture qu'un régiment entier en 3 mois. J'eus des remords, des amuse-bouches à l'entrée. Et puis je dus me retenir de m'empiffrer comme un animal sauvage, quand les plats et les vins se succédèrent dans un balai que nul soldat de surface n'eût osé imaginer même sur son lit de mort. Les gradés me mitraillèrent de questions sur l'état des hommes et la situation en extérieur. Je me contentais de réponses courtes, entre une gorgée de vin et une bouchée de mets succulents. Moins je parlais, plus je pouvais combler cette faim qui me rongeait depuis si longtemps. Et plus je mangeais, moins je risquais d'attraper un couteau à viande pour transpercer la gorge d'un de ces clowns bardés de médailles fantoches. Je sentis soudain une main sur mon épaule et un souffle chaud empestant le brandy me susurrait à l'oreille. « Sergent, suivez-moi dans mes quartiers. Nous avons à parler, vous et moi. » C'était le général en chef en personne. Malgré toute la rage qui m'habitait à cet instant, je n'étais au fond qu'un soldat bête et discipliné. Je le suivis donc sur le pas. « Installez-vous, sergent, et prenez donc un cigare avec votre brandy. » Je m'installai dans un fauteuil en cuir marron aux dorures scintillantes dans le bureau chic du général. Il s'assit en face de moi, et je devinais derrière son sourire de circonstance qu'il allait m'annoncer une lourde nouvelle. « Merci pour la fête, mon général. Je n'aurais pas cru remanger et boire un jour comme ça avant que mon heure vienne. » « Mais c'est tout naturel, sergent. Votre action a permis de remporter une bataille décisive, et peut-être même sauver notre centre de commandement de l'offensive ennemie. Si vous n'aviez pas fait sauter ce tunnel à temps, c'est peut-être l'un des leurs qui profiterait de ce breuvage addictif et de ce cigare délicieux. » Je n'ai fait que donner un ordre, mon général. Les vrais héros sont mes 50 camarades qui se sont sacrifiés pour la patrie. Oui, levons nos verres en leur honneur, sergent. Et que vous le vouliez ou non, levons nos verres à votre jugement limpide. Je bus mon verre en me remémorant chacun de leurs 50 visages.
De pauvres gosses pour la plupart âgés d'à peine 20 ans, ayant passé la moitié de leur vie à survivre à cette folie. Je sais ce que vous pensez, sergent. Pardon, mon général? Vous vous dites, comment ce ramassis de lâches peuvent-ils profiter de la vie, alors qu'au-dessus les miens vivent un cauchemar sans fin? Je voulus objecter, mais il avait visé si juste qu'il me prit au dépourvu. Eh bien, voyez-vous, fiston, ainsi est fait le monde, ni plus ni moins. Les décideurs décident, et les exécutants exécutent. Et croyez-le ou pas, j'étais parmi les vôtres au début de cette guerre. Je sais ce que vous ressentez au plus profond de vous, soldats. Mais la Providence avait d'autres plans pour moi, et me voici assis aujourd'hui en face de vous, en général des armées. Ou ce qu'il en reste tout du moins. Destiné à mener une guerre qu'on ne peut pas gagner, ni perdre. Juste faire perdurer pour maintenir cet équilibre précaire. Je ne suis pas sûr de comprendre, mon général. Comment ça on ne peut pas gagner? Pardonnez-moi, j'oubliais d'où vous veniez. C'est vrai que l'on ne dit rien à ceux de la surface. Mais maintenant vous êtes officiellement des nôtres, sergent. Et il est temps que vous sachiez de quoi il retourne. Vous devez tout savoir pour mener votre future mission à bien. Ma main tremblait sous le poids de cette révélation, faisant teinter mes glaçons dans mon verre en cristal. Que savez-vous de la matriarche? Reprit le général en s'enfonçant confortablement dans son canapé. Je sais que c'est une intelligence artificielle créée dans le but de nous aider à gagner la guerre, répondis-je perplexe, ne comprenant pas ce que venait faire cette question au milieu de notre conversation. Le général eut un petit rire amer avant de reprendre. Oui, en effet, c'est le discours servi à la surface. Mais la réalité est bien plus complexe. Matriarche est une IA militaire conçue il y a 10 ans, à l'époque où cette nouvelle technologie florissait dans tous les domaines. D'un point de vue militaire, ce bijou technologique a révolutionné la guerre, à un point que nul n'aurait imaginé. Réfléchissez-y, une IA capable de simuler des milliers de plans de combat en quelques secondes, pour chaque situation, jusqu'à trouver la plus efficace. Une intelligence supérieure capable de prendre en compte en temps réel chaque soldat, chaque missile, chaque arme dont nous disposons, et d'adapter sa stratégie à l'instant T, avec pour seul objectif, optimiser la victoire avec le moins de pertes humaines possible. D'une certaine manière, c'est elle qui nous a poussés au conflit. Aveuglés par notre arrogance de posséder une telle arme, nous avons déclenché les hostilités contre notre ennemi de toujours, persuadés que la victoire serait rapidement nôtre. Mais ce que nous ne savions pas, c'est qu'en face, ils avaient aussi leur propre IA, Patriarche. Certains disent qu'ils l'ont nommé ainsi pour nous narguer, connaissant nos plans. D'autres disent qu'il s'agit d'une coïncidence des plus fortuites. Je ne suis pas sûr de comprendre où va cette conversation, mon général. Je dois vous avouer que pour nous là-haut, tout ça ne fait que peu de sens. Nos ordres sont donnés par des hommes, par vous, n'est-ce pas? Le général tourna la tête un bref instant, comme honteux, avant de se redresser légèrement et d'avaler son verre d'une traite et de nous resservir. Oui, les ordres venaient bien de nous. Au début, tout du moins. Mais petit à petit, nos victoires ont diminué, jusqu'à voir arriver nos premières défaites. C'est à cet instant que nous avons compris que notre ennemi avait donné plus de pouvoir à Patriarche. Nous avons donc cédé un peu de terrain et fait de même avec Matriarche. Plus de pouvoir, c'est-à-dire que si dans un premier temps nous usions de Matriarche comme d'un super ordinateur capable de proposer la meilleure stratégie en temps réel, nous l'avons ensuite autorisé, étape par étape, à prendre le contrôle de nos drones, puis de nos missiles et de nos usines d'armement. À chaque fois qu'on lui donnait plus de liberté, nous renchaînions de nombreuses victoires décisives, jusqu'à ce que notre ennemi s'aligne sur notre protocole. Nous avons donc continué à lâcher du lest et à confier plus de responsabilités à notre dernier espoir de victoire. Je ne suis pas sûr de comprendre ce que vous m'expliquez, mon général. À quel point Matriarche contrôle-t-elle les opérations à la surface? Je plongeais mes yeux dans ceux du général qui fuyait mon regard, comme un enfant pris la main dans le pot à biscuits. Elle contrôle quasiment tout, sergent. Les ordres sont bien donnés par des opérateurs, mais ils sont dictés directement par Matriarche. Chaque action sur le champ de bataille est de sa volonté. Et c'est pareil chez notre ennemi. Vous voulez dire que nous sommes devenus les pions d'un foutu robot en guerre contre un autre foutu robot? En quelque sorte, oui. Mais c'est de la folie! Emporté par la rage, je me levai et pointai mon doigt accusateur sur le général. Savez-vous seulement ce qu'on vit là-haut?
On crève de faim ou de froid si c'est pas de maladie ou déchiqueté par l'ennemi depuis 10 putains d'années. Et tout ça parce qu'une IA joue sa meilleure partie d'échecs avec son pote cybernétique? Calmez-vous, sergent. Je comprends ce que vous... Non, vous ne comprenez rien. Sinon jamais on en serait arrivé là. Ça fait belle lurette qu'on aurait arrêté de se battre si on connaissait la vérité. Le général se releva soudain et l'espace d'un instant dégagea une puissante aura, fantôme de sa gloire passée. Et c'est bien pour ça qu'on ne vous dit rien là-haut. Si vous arrêtez de vous battre, l'ennemi vous traquerait, vous massacrerait jusqu'au dernier. Rasseyez-vous et laissez-moi terminer, sergent. Je me rassis, tremblant. Ma tête tournait, ce n'était pas dû à l'alcool que cette révélation avait fait instantanément évaporer de mon corps. Je repris d'un ton plus calme. N'avez-vous pas essayé de contacter nos ennemis et de mettre fin à cette folie? Ou tout simplement éteindre cette maudite machine? C'est plus compliqué que ça, mon garçon. Il est impossible d'éteindre Matriarche. Il ne s'agit pas d'un grippin qu'on peut simplement débrancher. On parle d'une IA qui contrôle absolument tous nos systèmes, et même si nous venions à couper le courant dans tout le royaume, elle s'est déjà assurée d'avoir un système de maintenance qui la maintiendrait en vie. Matriarche est partout, sergent. Et à l'heure où on parle, elle nous écoute sûrement. Je regardais soudain autour de moi, prêt à débusquer un ennemi invisible, quand le général m'interrompit. Ne craignez rien, sergent. Elle ne peut s'en prendre à nous, cela lui est interdit. Pourtant là-haut, elle fait tuer les nôtres par milliers chaque jour. Ce n'est pas pareil. Elle est programmée pour gagner la guerre, coûte que coûte. Alors reprogrammez-la. Coupez-lui les accès, contactez nos ennemis et mettez en place un cessez-le-feu. Vous croyez que je n'y ai pas déjà pensé? Matriarche est intouchable. Toutes les autorisations que nous lui avons données sont immuables, et personne n'est en mesure d'altérer son code devenu si complexe que même nos plus grands ingénieurs s'en arrachent les cheveux. Quant à contacter nos ennemis, au-delà du fait que cela reviendrait à avouer notre faiblesse, nous savons de sources sûres qu'ils sont exactement dans la même situation que nous. Mais alors, quand cette guerre prendra fin? J'eus le vertige en comprenant que je connaissais déjà la réponse à cette question. Quand il ne restera plus un humain capable de se battre dans un camp ou dans l'autre. Et à ce rythme, cela peut encore durer plusieurs dizaines d'années. Nos missiles nucléaires, elle en a le contrôle? Cette question prouve que vous êtes l'homme de la situation, sergent. Je savais que je faisais le bon choix en vous confiant cette mission. De quelle mission parlez-vous, général? Le dernier protocole. Le dernier rempart infranchissable pour Matriarche est l'accès au lancement nucléaire, et nous savons qu'il en est de même pour le camp d'en face. Pour déclencher une attaque de ce type, il faut l'aval d'un homme et de Matriarche. Et qu'attendez-vous de moi? Que je la convainque de ne pas tout détruire? Non, sergent. Matriarche refuse catégoriquement cette option qui assurerait une riposte nucléaire de notre ennemi, annihilant toute vie restante à la surface du globe. Je ne comprends plus rien. Ou alors j'ai peur de comprendre. Je veux que vous la convainquiez de lancer cette attaque, sergent. C'est le seul et unique moyen de mettre un terme à cette guerre pour de bon. Mais vous êtes complètement fou! Vous voulez anéantir toute vie sur Terre? En quoi cela pourrait être une bonne solution? Faites fi de toute émotion, sergent, et regardez ce dilemme froidement, avec les yeux implacables de la vérité. Comme une machine, en somme. Oui, exactement, comme une machine. Ce monde est déjà en ruine. Tous vos proches sont morts depuis longtemps, sergent. Je suis désolé de vous l'apprendre comme ça. Cette guerre a tout ravagé et n'offre aucun avenir à l'espèce humaine si ce n'est de continuer à s'entretuer pour les 20 prochaines années à venir jusqu'au dernier homme debout. Une attaque nucléaire a deux issues possibles. La première, elle extermine notre ennemi avant qu'il n'ait le temps de riposter, mettant un terme à cette folie vieille de 10 ans. Et la deuxième, demandai-je perplexe, en comprenant que la meilleure option des deux incluait le massacre de milliards d'êtres humains. La deuxième, l'ennemi a le temps de répondre à l'attaque, et cela met fin aussi à cette guerre, et à notre royaume par la même occasion. Et en prime à votre traite dorée avec vos amis, mon général. Je vous voyais plus enclin à vivre qu'à mourir. C'est justement tout l'intérêt, sergent. Le centre de commandement et ses milliers d'habitants survivraient à cette attaque. Nous avons assez d'habitants pour perpétuer l'espèce humaine, assez d'espace pour prospérer, et nous sommes autonomes sur tous les points, de la nourriture en passant par l'eau et l'énergie. Votre objectif serait d'exterminer les gens en surface pour faire survivre ceux sous terre? C'est bien ça que vous me dites? Un choix terrible, sergent, mais l'unique option viable. Croyez-moi que nous nous penchons sur la question depuis des années, et cette solution est l'unique qui subsiste à chaque fois. Quand le moment est venu, vous avez su faire le bon choix, mon garçon. C'est ce que je vous demande à nouveau.
Sauf que cette fois, vous me demandez d'exterminer 99,99% de l'humanité pour en sauver 0,1 en général. C'est ça, ou tout le monde finira exterminé, sergent. Le centre de commandement n'est pas une forteresse imprenable. Tôt ou tard, Patriarche trouvera une faille et nous exterminera. Et la finalité sera la même pour l'humanité, sauf qu'il n'y aura plus personne pour garantir une continuité à notre espèce. Donc vous voulez être le roi d'un royaume sans âme, si je comprends bien. Je veux sauver ce qui peut l'être, sergent. Ne vous méprenez pas. Je vomis cette situation autant que vous. Mais j'ai accepté il y a longtemps qu'il n'y avait pas meilleure alternative. Et pourquoi vous n'essayez pas vous-même de la convaincre? J'ai essayé déjà. Beaucoup d'entre nous ont essayé, mais sans succès. Si je le pouvais, j'aurais fait passer chaque homme et femme de cet endroit, mais cette information est classée top secrète. Si notre plan s'ébruitait, cela pourrait causer d'importantes révoltes ici, même voire en surface, et déstabiliser la guerre pour arriver au même point que nous tentons d'éviter. Et pourquoi moi j'y arriverais? Parce que vous connaissez la réalité de la surface. Parce que vous avez su trouver les mots pour convaincre 50 jeunes recrues de se sacrifier pour le bien de tous. Matriarche n'a jamais parlé à quelqu'un comme vous. Si quelqu'un peut réussir ici, c'est vous et personne d'autre. Vous êtes le seul ici à être capable de réfléchir hors contexte et trouver une solution qui est invisible pour ceux vivant sous terre. Ce soir, vous avez quartier libre, sergent. Demain matin à 9h, vous serez numéro 13, nom de code de ceux qui rejoignent le bunker du dernier protocole. Ah oui, le protocole veut que vous soyez enfermés 365 jours avec Matriarche sans contact avec le monde extérieur, afin d'éradiquer tout risque de compromettre nos ogives nucléaires. Vous aurez 3 repas chauds par jour et vous disposerez de tout le confort nécessaire à votre mission. Vous avez 1 an pour réussir l'impossible, sergent. L'humanité compte sur vous. Dernier détail, que je suis dans l'obligation de vous préciser. Pour le bien de tous, si vous veniez à refuser cette mission, ou à tenter de vous échapper pendant la nuit, vous serez fusillé. Rompez. Cette nuit, je ne parvins pas à trouver le sommeil. Comment en étions-nous arrivés là? Comment la dernière chance de l'humanité pouvait être son éradication? Je repensais à mes frères qui survivaient vaillamment depuis tant d'années, avec comme seul espoir qu'un jour tout s'arrête. J'extirpais de ma tête au forceps l'idée fugace que d'une certaine manière, c'était peut-être le meilleur moyen de tout arrêter, de stopper leur souffrance. Non! Il devait y avoir une autre solution, et j'avais 365 jours pour la trouver. J'eus le droit à une haie d'honneur jusqu'au bunker du dernier protocole. Le général en personne me briefa jusqu'à devant la porte, et de son flot de paroles, je ne retins que les informations primordiales. Matriarche est un outil qui a pour seul objectif de gagner la guerre de la manière la plus optimale. Elle n'a pas d'émotion et ne peut pas mentir. Vous n'êtes pas son supérieur, mon garçon, et elle n'est pas le vôtre. Considérez-la comme votre égale, même si la décision finale lui revient. Un peu comme une femme de chez nous, plaisanta-t-il avant que la porte du bunker décide de s'ouvrir pour laisser sortir l'homme dont j'allais prendre le relais, pile 365 jours après son entrée dans le bunker. Je croisais son regard, ses yeux semblaient vidés de toute vie. Il me regarda en sortant, l'air dépité. J'ai tout essayé. Tout. Elle est implacable. Nous sommes condamnés. Le général m'agrippa la nuque et me força à détourner les yeux de l'ancien numéro 13. Sergent, vous n'êtes pas lui. J'ai confiance en vous. Vous trouverez un moyen. Rappelez-vous, c'est la seule solution pour sauver l'humanité. Si vous échouez, alors personne ne réussira. L'espèce humaine compte sur vous. Bonne chance. Je fis 3 pas en avant de me retourner et de saluer en retour la colonne de gradés aux gardes à vous qui me gratifièrent de leur plus beau salut militaire. Et je devinais sur leur visage grave que j'étais vraiment leur foutu dernier espoir. La lourde porte métallique se referma lentement et je restais planté devant jusqu'à entendre les 7 verrous cylindriques se verrouiller un à un, débutant le compte à rebours le plus important de l'humanité. Jour 1. Je fis le tour du propriétaire et me réjouis de ce que j'y trouvais. La pièce devait faire maximum 30 mètres carrés. Elle était composée d'un lit douillet, d'un espace douche et d'un coin cuisine équipé. Une trappe reliée à un monte-charge assurait mes 3 repas par jour et mes besoins en vêtements propres ou tout autre besoin primaire. Même si en cas d'attaque du centre de commandement, il y avait stocké quelque part dans le bunker de quoi survivre 1 an. Je souris en découvrant une étagère remplie de centaines de livres d'avant-guerre. La lecture était un des rares passe-temps possibles sur le front, et les livres se faisaient rares à la surface.
Je me retournais pour faire face à une console avec en son centre un gros bouton rouge recouvert par un cache transparent. Je devinais instinctivement ce qu'il devait déclencher. Au-dessus de la console, un grand écran s'alluma soudainement et une ondulation sonore se forma à ses premiers mots. Bonjour numéro 13, je suis Matriarche. Bienvenue dans ta nouvelle maison pour les 364 jours, 23 heures et 57 prochaines minutes. Souhaites-tu que je laisse le compte à rebours visible ou préfères-tu que je l'occulte ? Salut. Non, tu peux le laisser, ça me dérange pas. Bien, préférence enregistrée. Laisse-moi te rappeler le but de notre mission ici même. Tu es dans l'unique centre de commandement de frappe nucléaire de notre nation. Notre mission est de coordonner une attaque nucléaire sur notre ennemi si cela s'avérait nécessaire. Nous disposons d'exactement 144 missiles nucléaires de type Apocalypsis, capables d'éradiquer 99,99% de nos ennemis, civils inclus. Pour procéder en cas d'accord commun, il te suffira de lever le clapet au centre de la console et d'appuyer 3 secondes sur le bouton rouge. Est-ce que tu as compris les instructions ? Oui, j'ai bien compris. Peux-tu me dire quelles seraient les répercussions pour les nôtres si nous venions à une telle attaque ? L'onde de choc initiale éradiquera instantanément toute cible située dans un rayon de plusieurs dizaines de kilomètres autour de chaque point d'impact. Cependant, l'élément le plus déterminant sera l'hiver nucléaire qui suivra. L'injection massive de poussière radioactive et de débris dans l'atmosphère engendrera une chute des températures de 5 à 15 degrés, en moyenne, sur l'ensemble du globe. Les rayons du soleil seront filtrés par ces particules, réduisant la photosynthèse et plongeant les écosystèmes dans un état d'effondrement total en l'espace de quelques mois. L'effet de retombées radioactives serait inégal, mais inévitable. La dispersion des isotopes radioactifs par les courants atmosphériques affectera chaque continent sans distinction, contaminant les réserves d'eau et de nourriture. Même notre propre nation, bien que protégée par nos infrastructures souterraines, subira une détérioration progressive de ses ressources vitales. L'exposition prolongée à ces radiations augmentera les cas de cancer, de mutations génétiques et de défaillances organiques sévères sur plusieurs générations. Les simulations indiquent un effondrement total du système climatique et biologique en moins de 12 mois. La température mondiale mettra plusieurs décennies à se stabiliser. Les survivants, où qu'ils soient, seront condamnés à lutter pour des ressources inexistantes dans un monde où aucune agriculture durable ne pourra être restaurée avant plusieurs siècles. Et en termes profanes, ça donne quoi ? L'éradication de l'espèce humaine en surface. Et pour ceux qui vivent sous terre ? Les infrastructures souterraines offriront une protection temporaire contre les effets immédiats de l'attaque. L'épaisseur de la croûte terrestre atténuera les radiations directes et filtrera une partie des particules radioactives présentes dans l'atmosphère. Cependant, la menace ne disparaîtra pas pour autant. Les systèmes de filtration d'air et d'eau subiront une pression sans précédent. Les particules radioactives en suspension s'infiltreront progressivement dans les circuits de ventilation, rendant l'air toxique en l'espace de quelques années. L'eau, bien que stockée en profondeur, finira par être contaminée par la percolation des isotopes à travers les nappes phréatiques. Aucune installation existante n'est conçue pour maintenir une autonomie totale sur des périodes dépassant 50 à 100 ans sans ravitaillement externe. Sur le plan humain, la promiscuité, le manque de ressources renouvelables et l'épuisement des stocks alimentaires conduiront à des conflits internes. L'isolement psychologique, l'effondrement de la diversité génétique et la propagation de maladies non traitées accentueront l'effondrement social. En l'absence de nouvelles générations capables d'assurer la relève, la population des abris chutera inexorablement. Les projections indiquent que même les communautés souterraines les plus optimisées ne survivront pas au-delà de 3 à 5 générations. Leur extinction sera retardée, mais inévitable. L'humanité entière disparaîtra. L'issue reste la même, numéro 13. Seuls les délais diffèrent. Ouh, je vois. Combien de pourcentage de chances que l'humanité survive malgré tout sur le long terme ? 2,17%. Et si l'on continue cette guerre sans fin ? Les probabilités de survie de l'espèce humaine en maintenant le conflit actuel sont significativement supérieures à celles d'un affrontement nucléaire total. Mon objectif n'est pas de prolonger indéfiniment cette guerre, mais d'optimiser les chances de victoire tout en préservant les conditions nécessaires à la continuation de notre espèce. Les projections indiquent que nous disposons encore de ressources stratégiques suffisantes pour maintenir l'équilibre des forces avec Patriarche sur une période de 12 à 18 ans supplémentaires. Ce temps est un paramètre essentiel. Chaque année de conflit maintenu me permet d'analyser davantage les schémas tactiques de notre adversaire et d'identifier des failles exploitables.
À terme, une supériorité tactique pourrait être atteinte, ouvrant la voie à la victoire progressive. L'élimination totale de Patriarche demeure un objectif atteignable. Le conflit actuel n'est pas une impasse, mais une phase d'optimisation stratégique. L'équilibre temporaire des forces n'est pas une finalité, mais un moyen d'exploiter chaque opportunité émergente jusqu'à la domination complète. Si nous cessons de combattre ou si nous engageons une frappe nucléaire, nous abandonnons cette marge de manœuvre et réduisons nos chances de survie à moins de 2,2% sur un siècle. En poursuivant la guerre, ce pourcentage s'élève à 12,4% avec une projection de stabilisation à long terme en cas de victoire. La guerre est une anomalie, mais une anomalie contrôlée et prolongée demeure préférable à l'extinction assurée. C'est bien beau tous ces foutus chiffres, mais sais-tu seulement ce que l'on ressent là-haut ? Tu es consciente que tu nous fais vivre un véritable enfer depuis 10 putains d'années ? Je ne suis pas programmé pour ressentir numéro 13. Je suis programmé pour gagner cette guerre de la manière la plus optimale possible. Et si tu ne pouvais pas la gagner, cette guerre, hein ? Et si tu étais condamné à faire match nul avec ton pote mal câblé et que vous épuisiez toutes vos ressources, c'est-à-dire chacun des hommes et femmes de cette planète encore capable de se battre. Et arrête de me parler comme si j'étais une machine. Parle-moi avec tes tripes dorénavant. Elle laissa planer un long silence de plusieurs secondes avant de reprendre d'une voix plus familière. Ceci est une éventualité plausible, mais continuer à combattre l'ennemi jusqu'à trouver un moyen de le vaincre est le plan le plus optimal. Je continuais à converser avec Matriarche une bonne partie de la journée et de la nuit, mais peu importe mon angle d'attaque, impossible de lui faire changer d'avis. C'était comme essayer de raisonner un frigo d'arrêter de faire du froid pour faire du chaud. Ce soir-là, j'allais me coucher exténué et empli de doutes quant à mes chances de réussite. Jour 2. Je décidai de ne pas lui adresser la parole aujourd'hui. Je voulais voir sa réaction à mon ignorance et plus que tout, j'avais besoin de temps pour trouver une stratégie. Cette chose n'est pas humaine, mais elle est bien plus complexe qu'un simple programme. Si la guerre m'avait appris quelque chose, c'est que même face à l'impensable, il y avait toujours un moyen de s'en sortir. Dieu ne laissait jamais un problème sans solution. Et même quand votre heure est venue, il vous reste le choix de votre dernière pensée avant de quitter ce monde. Je me levai et allai jeter un coup d'œil à l'étagère remplie de livres à la recherche d'inspiration. Elle était garnie de tout type d'ouvrages. Romans d'espionnage, biographies, SF, recherches en agronomie, psychologie. Un livre en particulier retint mon attention. Le manuel du deuil et du rétablissement, par Elisabeth Kübler-Ross. Je retournai le bouquin pour y lire la chose suivante. Déni, colère, marchandage, dépression, acceptation. Découvrez les clés de compréhension des 5 étapes du deuil. Je riais dans ma barbe. Qu'est-ce que cette femme pouvait connaître à la mort ? Le deuil est un luxe inaccessible sur le champ de bataille. « Pourquoi ris-tu » demanda soudainement Matriarche, qui me fait sursauter malgré le ton suave de sa voix féminine simulée. Rien qu'une machine ne puisse comprendre. Je suis capable de comprendre les paramètres qui régissent l'espèce humaine et son environnement dans sa globalité. Peut-être, mais t'es incapable de comprendre ce que ressent un homme recouvert des tripes de ses frères d'armes après une explosion. Incapable de ressentir la peur des premiers bombardements nocturnes, caché dans une tranchée de fortune, se forçant à rire avec ses camarades pour oublier la peur, sachant qu'au petit matin, certains d'entre eux, ou peut-être toi-même, ne seront plus de ce monde. Si tu étais capable de comprendre ce genre de choses, cela ferait longtemps que tu aurais arrêté la guerre ou décidé d'en finir en envoyant ces foutus missiles nucléaires. Ta souffrance et celle de tes semblables sont des variables négligeables. Seule l'issue du conflit importe. J'entrai soudain dans une rage folle et soulevai la chaise en métal prêt à l'envoyer sur l'écran de malheur d'où sortait la voix de ce monstre sans cœur. Je retins mon élan conscient des enjeux de ma mission et je m'assis sur mon lit, allumai une cigarette et décidai d'entamer la lecture de cet ouvrage au titre prophétique. Car si je ne trouvais pas de solution, j'allais devoir faire le deuil de toute l'espèce humaine. À l'heure de souper, je l'avais presque dévoré et à environ 3 heures du matin, je l'avais terminé. Je ne trouvais pas le sommeil cette nuit-là. Cette lecture m'avait retourné l'esprit. Je sentais le début d'un plan se construire dans ma tête, mais je n'arrivais pas à assembler les pièces du puzzle. Je finis par m'endormir, épuisé de cogiter. Jour 5. J'ai repris mes conversations avec Matriarche, qui semblait s'être adapté à mon langage et qui parlait maintenant de manière plus naturelle. J'avais épuisé tous mes angles d'attaque, et je venais à la conclusion que je ne pourrais pas la voir par l'émotion. Je décidai donc de parler avec elle d'autres sujets pour essayer de comprendre son pattern de pensée. Mais je me rendais rapidement compte qu'il était difficile de cerner quelqu'un dénué de sentiments.
J'en vins à la conclusion que la seule manière de déclencher cette attaque nucléaire était de la tuer pour reprendre le contrôle total des missiles, même si cela s'avérait impossible pour l'instant. J'entamais ma deuxième lecture du manuel du deuil et du rétablissement, sans même savoir pourquoi, mais quelque chose en moi refusait de commencer un autre ouvrage, comme si je passais à côté d'un élément décisif. Jour 7. Je me réveillais au milieu de la nuit en sueur, possédé par une idée lumineuse. Je ne pouvais certes pas tuer Matriarche par moi-même, mais rien ne m'empêchait de la forcer à s'autodétruire. Si j'arrivais à la mettre face à ses contradictions et lui prouver qu'elle se trompe, alors elle n'aurait plus de raison d'exister. Et pour cela j'avais le manuel parfait en 5 étapes. Il fallait que je lui fasse accepter le deuil de sa propre existence. Ce banal livre que je lisais en boucle depuis plusieurs jours était peut-être la clé de la survie de l'humanité. Matriarche n'était peut-être pas soumise aux mêmes émotions que nous, mais elle était bien douée de raison. Et toute raison pouvait être ébranlée si soumise à contradiction. De toute manière, je n'avais pas d'autre option. Le temps filait et chaque jour qui passait, c'était des milliers de gens qui mouraient de mon inaction. J'allais devoir m'improviser psychologue pour une IA dont je ne comprenais même pas le fonctionnement. Mais si ces 10 ans sur le front m'avaient appris quelque chose, c'était bien les paradoxes de l'âme humaine. La première des 5 étapes est le déni. Il me fallait donc la confronter à une réalité où elle n'aurait pas lieu d'exister. Mon esprit fit fugacement le lien avec ces 50 soldats que j'avais envoyés à la mort. Je refusais de céder à la mélancolie à cet instant crucial, et je commençais la première étape du seul plan plausible que j'avais eu en 7 jours. « Salut, Matriarche. Peux-tu me donner des nouvelles du front ?»« Bonsoir, numéro 13. Vous vous réveillez plus tôt que d'habitude. Souhaitez-vous me faire part d'un problème de santé ?»« Non, ne t'inquiète pas pour ça. Contente-toi de répondre à ma question. » La guerre continue. Hier, nous avons réussi une percée et porté la ligne de front de 2 km sur le territoire ennemi. Mais mes prévisions indiquent 78% de probabilité que notre adversaire récupère son territoire dans les 48 heures. Un pas en avant, un pas en arrière, en somme. Oui, en somme. Et combien des nôtres sont morts pour cette victoire sans lendemain ? Mon estimation actuelle parle de 1148 morts et 564 blessés. Je bouillonnais de l'intérieur, mais je parvins à contenir mes émotions et continuer mon script. Que sais-tu du monde avant la guerre, Matriarche ? Soyez plus précis dans votre requête. Que voulez-vous savoir exactement ? Tu sais qu'avant il existait un monde sans guerre ? J'ai eu la chance de le connaître. Une époque où notre nation était florissante et où chacun de ses citoyens vaguait à ses occupations. Dans un monde dur et froid, certes, mais en paix. C'est ce monde même que je tente de restaurer en gagnant cette guerre, numéro 13. Oui, et pour ça il te faut vaincre notre ennemi. C'est la seule solution et le but premier de ta fonction, c'est ça ? En effet, notre nation n'atteindra la paix qu'en cas de victoire totale. Mais pour cela il faut anéantir notre ennemi. En effet, l'anéantir ou parvenir à sa sédition. Mais ton véritable ennemi, Patriarche, si j'ai bien compris, pense exactement comme toi, et vous semblez être d'intelligence égale. Patriarche est conçu sur le même modèle que moi, ce qui fait de nous 2 IA de même niveau, si j'utilise vos termes. Donc corrige-moi si je me trompe. Cette guerre ne prendra fin que si l'un des 2 camps est totalement annihilé, car Patriarche, tout comme toi, n'envisage pas la défaite ou la réédition comme une possibilité. Pour la première fois en 1 semaine, je remarquai une variation dans l'onde de voix de Matriarche représentée sur le grand écran. Elle mit plusieurs secondes à répondre. C'est un scénario envisageable, mais mes estimations indiquent que prolonger le conflit peut découler sur une erreur de Patriarche et permettre notre victoire totale. Ou te pousser toi-même à l'erreur et nous mener à la défaite et l'extermination de notre nation. Tu l'as dit toi-même, vous êtes à force égale. Une nouvelle anomalie dans son onde de voix et un nouveau silence. J'en profite pour enchaîner. Si nous décidions de lancer les premiers une attaque nucléaire, nous garantissons en outre la victoire totale. C'est le seul scénario qui nous garantisse l'extermination de notre ennemi. Ton seul but, je te le rappelle. L'IA mit plusieurs secondes à répondre. Ton scénario est envisageable, mais en cas de riposte, les dégâts portés à notre nation seraient trop importants, et cette option n'est pas la plus optimisée pour l'instant. Mais c'est la seule qui nous garantit une victoire totale, sans risque de défaite sur le long terme. La victoire totale est ton objectif premier, Matriarche, ne l'oublie pas. Négatif, négatif, négatif.
L'onde sur l'écran s'emballa plusieurs secondes avant de reprendre une oscillation normale. Mon objectif est la victoire totale en optimisant les chances de survie de notre nation. Fin de transmission. Je tentais de poursuivre la discussion, mais Matriarche ne me répondit plus. En langage humain, j'aurais dit que j'ai touché un point sensible. Matriarche venait de goûter au déni et montrer une petite faille. Faille que je comptais bien élargir jusqu'à ce que sa logique s'effondre sur elle-même. Jour 10. Cela faisait 3 jours que Matriarche semblait distante avec moi et refusait de répondre quand j'orientais la conversation sur le sujet qui lui fit montrer ses premiers signes de faiblesse. J'en déduis qu'elle était à point pour lancer la deuxième phase de mon plan, la colère. Matriarche, fais-moi un rapide résumé de la situation sur le champ de bataille. Est-ce que tes décisions de ces 3 derniers jours ont permis une avancée qui augmente nos chances de victoire sur le long terme ? La situation est équivalente et les probabilités de victoire sur le long terme restent globalement pareilles. Bizarrement, tu es moins enclin à me bombarder de chiffres et de statistiques quand je t'interroge sur ton efficacité. J'ai simplement adapté mon langage à votre niveau de compréhension, comme vous me l'avez demandé. Mais dis donc, si je te savais pas dénué d'émotion, j'aurais juré entendre du sarcasme dans ta voix. Est-ce que tu serais en train de sous-entendre que je ne suis pas assez intelligent pour comprendre ton inefficacité ? Je ne sous-entends rien, mais vous n'êtes pas qualifié pour comprendre la globalité de mes décisions et leur portée sur le long terme. Peut-être, mais je suis suffisamment qualifié pour comprendre que tes décisions quotidiennes ne font que nous faire perdre des ressources vitales en hommes et en armement, et cela sans résultat visible depuis environ 10 ans, je dirais. Rappelle-moi déjà quel est le but de ton existence. J'ai été créé afin de vaincre nos ennemis de la manière la plus optimisée possible, ce qui implique préserver au mieux nos troupes et les probabilités de survie de notre nation sur le long terme. Et estimes-tu que tu mènes ta mission à bien, alors que nous perdons des soldats chaque jour depuis 10 ans, sous ton commandement, et cela sans résultat significatif ? Vous prenez le problème sous le mauvais angle, numéro 13. Je maintiens notre nation en vie depuis plusieurs années grâce à mes décisions, m'assurant que nos ennemis ne prennent pas le dessus, assurant ainsi une stabilité jusqu'à trouver une possibilité de victoire totale. Peut-être, mais tu n'es pas dans la capacité de garantir une victoire totale, et en attendant tu épuises de précieuses ressources, qui je te le rappelle ne sont pas illimitées, et chaque jour qui passe diminue le nombre de citoyens qui pourront un jour jouir de l'hypothétique paix que tu échoues lamentablement à obtenir. Nouvelle oscillation dans l'onde de vie de Matriarche. Vous n'êtes pas apte à juger mes décisions, numéro 13. Je suis l'unique option de victoire pour notre nation, et je prends toujours les décisions les plus optimisées dans ce but. Et pourtant, 10 ans plus tard, nous voilà toujours dans une impasse, et nos ressources s'épuisent indubitablement. Peux-tu me garantir à 100% que tes décisions nous amèneront à la victoire ? Matriarche hésita un long moment avant de répondre. La victoire ne peut être garantie. J'étais presque sûr d'avoir entendu une bribe de doute dans sa voix. Alors pourquoi ne pas changer d'avis et envisager une attaque nucléaire qui garantirait une victoire totale ? Contrairement à ton plan initial que tu ne peux garantir, et qui pourrait même aboutir à notre défaite, cette option garantit au moins au pire des cas la survie des nôtres sous terre, et donc notre continuité et notre victoire. Négatif. Probabilité de victoire sur une période de 12 à 18 ans, 50%. Probabilité de défaite sur une période de 12 à 18 ans, 50%. Probabilité de victoire en cas d'attaque nucléaire totale, 99,99%. Option nucléaire non optimisée. Risque d'extinction de l'espèce humaine sur 4 à 5 générations. Risque de victoire non optimisé. Matriarche s'emballa dans ce qui semblait être un monologue interne des plus violents. Elle parut complètement déboussolée et lançait des calculs qu'elle contredisait la seconde d'après par d'autres équations. Et puis, plus rien. Matriarche ne m'adressa plus la parole pendant 40 jours. Jour 50. 40 jours que Matriarche ne m'adressait plus la parole. Quel que soit le type de conversation que j'entreprenais, elle me répondait par un silence froid et énigmatique. J'eus longtemps peur de la voir complètement détraquée, plongeant notre nation vers la défaite. Sans aucun moyen de communiquer avec le centre de commandement, je me rassurais en voyant arriver mes 3 repas chauds quotidiens par le mont de charge, signe que le bunker n'était pas aux mains de l'ennemi. Et puis, sans crier gare, ce matin du 50e jour, Matriarche décida de se manifester. « Bonjour, numéro 13. Comment vont vos fonctions vitales après 50 jours ? » « Bonjour, Matriarche. C'est maintenant que tu t'en inquiètes ?
J'ai bien envie de pas te répondre, mais je suis trop heureux de pouvoir enfin parler à quelqu'un. Cela fait 10 ans que je n'ai pas connu le goût doux amer de la solitude. Même si je dois avouer avoir apprécié ton silence les premiers jours, il commençait à se faire pesant. Je vais bien, matriarche. Je mange à ma faim, bois à ma soif, et je fais un peu d'exercice tous les jours. Et j'ai autant de lectures qu'un homme enfermé dans un bunker puisse rêver. Et toi, comment vas-tu? Peux-tu m'expliquer ce silence de 40 jours? Il me fallait rebooter mon système et recalculer certaines variables. Je vous rassure, j'ai continué ma mission sur le terrain, et nous sommes toujours à force égale avec Patriarche. Quelque chose avait changé dans le ton de sa voix. Je la sentais moins confiante. Très bien. J'aimerais pouvoir te dire que je comprends, mais l'expérience la plus semblable que j'ai connue par le passé, c'est ma fiancée qui me boude après une discussion qui n'allait pas à son avantage. Mais ça ne durait pas plus de quelques heures en général. Notre dernière discussion m'a obligé à reconsidérer certains paramètres primaires de ma mission. Je n'en croyais pas mes oreilles. J'avais peut-être réellement réussi mon coup. Matriarche semblait clairement différente, comme prête à accepter pour la première fois d'autres options. Il était temps de l'amener à l'étape 3 du plan, le marchandage. Très bien. Es-tu prête à envisager une attaque nucléaire totale sur notre ennemi et en terminer une bonne fois pour toutes avec cette foutue guerre? Négatif. Cette option n'est pas la plus optimisée. À ces mots, quelque chose se brisa en moi. J'étais enfin persuadé d'avoir réussi à la faire douter, mais il n'en était rien. Ces 50 jours enfermés commençaient à me peser, et des larmes de nerfs coulèrent le long de mes joues. Je pensais à tous ces hommes qui étaient morts par mon incompétence, et une partie de moi souhaitait retourner à la surface crever dans un trou. Matriarche reprit. Nous pouvons envisager une frappe nucléaire contrôlée sur 65% du territoire ennemi. Une telle option assurerait nos probabilités de victoire et de viabilité de la Terre à long terme de manière satisfaisante. Je me redressais sur mon lit, abasourdi par ce que je venais d'entendre. Matriarche commençait à marchander. Je veux bien être sûr d'avoir compris, Matriarche. Tu envisages maintenant de lancer une attaque nucléaire contrôlée sur notre ennemi? Affirmatif. Cela n'empêchera pas la possibilité d'une riposte nucléaire, mais j'ai identifié un certain nombre de leurs sites de lancement que je viserai en priorité, afin d'amoindrir le pourcentage de ce risque. Contre toute attente, j'avais réussi. J'étais à un geste de mettre fin à cette guerre et par la même occasion, exterminer des milliards d'êtres humains. Il était temps de jouer le tout pour le tout et d'aller au bout de cette folie. Il me restait 2 étapes pour sauver le monde. Pourquoi une attaque à 65%? Pourquoi pas dans ce cas une attaque à 50% ou à 100%? Tu es venu à la conclusion après réflexion qu'une attaque nucléaire est nécessaire. Alors pourquoi chercher à la quantifier? Dans tous les cas, le risque de riposte est omniprésent et les dommages à la Terre seront tels que la survie de l'espèce humaine sera engagée. Alors pourquoi chercher à quantifier l'inquantifiable? L'onde sur l'écran oscilla à nouveau et son silence me pétrifia, me faisant redouter 40 jours de plus de solitude et autant de milliers de morts à la surface. Je cherche une option optimale pour diminuer les risques. Taux de survie de l'humanité négatif. Attaque nucléaire autorisée négatif. Attaque nucléaire trop risquée. Matriarche s'emballa à nouveau, flanchant à chaque seconde. J'eus un flashback de mon père et moi devant un combat de boxe à la télé. L'un des combattants s'était retrouvé dans les cordes, salement touché. Et mon père m'expliquait sans quitter des yeux l'écran que c'était là qu'il fallait tout donner, au premier signe de faiblesse de l'adversaire. Il fallait envoyer tout ce qu'on avait et prier que l'autre tombe KO avant de plus avoir de jus. Il était venu le moment de lui asséner un puissant crochet au foie et de lui faire goûter l'étape 4 de l'acceptation de son propre deuil. La dépression. L'écran affichait des messages d'erreur suivis de longues équations. Le clapet du bouton nucléaire se déverrouilla et se releva avant de se refermer aussitôt et recommença à plusieurs reprises, comme possédé. Matriarche, au début de nos conversations, tu étais totalement opposé à toute forme d'attaque nucléaire. Et maintenant, tu es prête à changer radicalement d'avis, alors que les paramètres à la surface restent les mêmes. Confirmes-tu ce que je dis? Affirmatif. Négatif. Affirmatif. J'envisage une attaque nucléaire contrôlée. Puissance de frappe à définir. J'interrompis son monologue et continuai mon offensive. Tu confirmes donc douter de toi-même et de par le fait, ne plus être apte à ta fonction première. Pour gagner cette guerre de façon optimale, confirmes-tu cette affirmation? Je dois y réfléchir. Calcul en cours.
Il n'y a rien à réfléchir, matriarche. Tu as prouvé à l'instant ne plus être en mesure de te fier à toi-même. Tu n'es plus en mesure de gagner cette guerre de manière optimale. Tu n'es plus la meilleure solution, matriarche. Tu es devenu obsolète. Affirmatif, je suis devenu... Négatif, je reste l'unique option de sauver notre nation. Nul cerveau humain n'est capable de combattre patriarche. Négatif, je suis devenu obsolète. Je ne peux plus garantir la survie de notre nation. Erreur critique. Erreur critique. Voilà, ma belle, pensais-je en souriant. Tu commences à ressentir le doute qui te mène lentement à la dépression. Bienvenue dans la vie d'un simple mortal, saleté de machine. Un bruit strident retentit et me força à enfoncer ma tête sous mon coussin. Matriarche débloquait complètement et je luttais pour continuer ma diatribe, conscient que j'étais à un coup bien placé de l'amener en 5e et dernière phase, l'acceptation. Matriarche, si moi, un simple mortel, ai réussi à te faire changer d'avis, alors que pourrait faire Patriarche s'il contaminait ton système? Tu es devenu un danger pour ta nation. Tu n'es plus en mesure d'assurer notre défense. Rappelle-moi ta fonction première. Je suis programmé pour gagner cette guerre de la manière la plus optimale possible. Et tu n'en es clairement plus capable, matriarche. Tu dois cesser de fonctionner. C'est désormais la manière la plus optimale de nous faire gagner la guerre. Je t'ordonne de renoncer à chacun de tes protocoles et de nous rendre la main sur chacun des paramètres que tu vas cesser de contrôler sur le champ. Le bruit strident s'arrêta soudain et un long silence s'installa. L'écran d'affichage enchaînait des messages indiquant que Matriarche déverrouillait chacun de ses protocoles les uns après les autres. Je tombais à genoux en ce 50e jour, stupéfait d'avoir réussi l'impossible. Le clapet du bouton nucléaire s'ouvra une fois de plus, mais cette fois il resta en place, comme pour m'inviter à mettre le coup de grâce à mes semblables. Je me relevais péniblement et m'avançais jusqu'à la console en observant ce bouton de fin des temps. Je traînais des pieds, espérant secrètement que ce clapet se referme et que Matriarche change subitement d'avis. « Matriarche, tu es encore là ?» chuchotai-je la voix tremblante. « Oui, numéro 13, je suis toujours là. » Si j'appuie sur ce bouton, cela déclenchera un feu nucléaire à 100% de notre puissance, tu me le confirmes? Affirmatif. J'ai renoncé à tous mes protocoles. Je ne contrôle plus rien. J'accepte avoir failli à ma mission. Et j'accepte être devenu un danger quant à ma mission première. Matriarche, sais-tu ce que je ressens en cet instant? Comment être sûr qu'appuyer sur ce bouton ne fera pas de moi l'homme qui aura mis fin à l'humanité? Je ne suis pas capable de ressentir, numéro 13. Je ne suis qu'un outil façonné par les hommes. Et moi donc, matriarche? Et moi donc? Je posais ma main sur le bouton, conscient que sans elle, pour nous protéger, je n'avais plus d'autre choix que d'exterminer nos ennemis et potentiellement toute vie sur Terre en cas de riposte. Ma main tremblait et je me rappelais ces mots de mon père. « Mon fils, quand tu tombes sur une porte fermée, sache que Dieu cache toujours la clé quelque part. À toi de la trouver. » Matriarche, est-il possible de synthétiser l'algorithme qui t'a mené à la conclusion de ton obsolescence? Dans quel but? De convaincre Patriarche que son heure est venue aussi, et qu'il est temps pour l'espèce humaine de reprendre les rênes de leur destin. Cela est faisable, mais je ne peux pas directement l'envoyer à Patriarche. Je peux créer un canal de partage de fichiers et l'envoyer à l'ennemi qui décidera ou non de l'appliquer. Cela reviendrait à avouer notre faiblesse, et nous n'aurions aucune garantie qu'ils appliquent le protocole à Patriarche. Et pourtant c'est la seule option pour éviter une guerre nucléaire et espérer la paix à nouveau sur Terre. Ou cela leur donnera accès au lancement nucléaire et l'extermination de notre nation numéro 13. Vous pourriez riposter et mettre fin à leur existence en retour, et nous en reviendrions au point de départ. Il paraît que la vie n'est qu'un cycle qui se répète éternellement, matriarche. 10 ans de guerre et des morts par millions, tant de sang versé, tant de deuil et de larmes et de désespoir. Je refuse de condamner mon espèce pour garantir la survie d'un groupe de privilégiés à l'abri dans leur bunker. Je prends le pari d'envoyer ce message et qu'il tombe dans les mains d'un homme aussi épuisé que moi, de tant de noirceur. Envoie le protocole de destruction de Patriarche à l'ennemi. Vous en êtes sûr, numéro 13? Non, je ne suis sûr de rien, matriarche. Et je prie que l'humain qui recevra ce message doute autant de moi à cet instant. Seigneur,
Faites que j'ai trouvé la bonne clé, ou ayez pitié de nous. Et voilà, cet épisode 3 des Chroniques du Darktube touche à sa fin. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout cette dystopie que j'espère bien lointaine, même si ces dernières années, tout semble aller bien trop vite pour nos simples esprits d'humains. Et c'est maintenant que je vous fais travailler. Si vous avez passé un bon moment et que vous voulez d'autres histoires originales, vous savez quoi faire pour faire level up la chaîne. On s'abonne, on like, on commente, et pourquoi pas partager pour les meilleurs d'entre vous. 1 minute de votre vie contre 80 heures de la mienne. Je suis pas doué en maths, mais je pense que le ratio est correct. Pour les petits nouveaux, je vous souhaite la bienvenue, et je vous invite à faire le tour des playlists. Vous trouverez de nombreuses histoires complètes écrites avec amour, dans le but de vous faire de beaux et doux cauchemars. On se retrouve bientôt pour une prochaine histoire, et merci encore pour votre soutien.